On va pouvoir commencer du coup. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent pour cette première conférence à la 5e édition de l'Angélique Festival. On va d'abord se présenter. Cédric Jurassic, qui es-tu? Qui sommes-nous? Déjà, si c'est un truc chaud, oui. Je vais faire un truc que je fais à chaque fois qui va paraître hyper mégalo. Qui c'est qui ne le connaît pas? Bon, bah, ça vaut le coup alors, non, non, parce que c'est déjà arrivé, je fasse ma présentation, etc. Et qu'au final, oui, bah, on te l'a dit. Ok, d'accord, bah, fallait me dire. Du coup, je suis Cédric Jurassic, j'ai une chaîne YouTube basée sur, à la base, la paléontologie, mais j'essaie d'élargir ça à la biologie, l'évolution, les animaux en général, etc. Où je parle donc de tous ces sujets avec de l'humour. Enfin, j'essaye en tout cas. Des fois. Des fois, je suis drôle, hein, je vous jure. Et bah, ça me paraît déjà pas mal. Hein. Mon rôle, là, ça va être ça. Hein, puisqu'en fait, j'ai pas du tout... Donc, c'est lui qui fait tout, et moi, je vais faire des blagues pourries à côté. Je vous préviens. Oh, tu vas participer quand même. Si faire des blagues pourries et participer, alors oui. Oui. C'est très gentil d'avoir mis mon logo. Complètement pas de faux. Ton Lego, c'est celui-là là-bas? Je crois que c'était celui-là. Je sais plus, de toute façon. C'est qui a copié l'autre, on sait plus. Je ne sais plus. Pour ma part, donc c'est Vioraptor. Donc à la base, je suis diplômé d'un master en paléontologie que j'ai effectué à Rennes il y a un petit moment déjà. J'ai bien fait de passer avant et de pas dire que moi j'ai pas de diplôme. C'est pas grave, c'est pas ce qui fait la Personne le sait. de toute façon. Et puis lors de mon premier job à Laval, je me suis dit bon bah j'ai envie de vulgariser les sciences, ce que j'ai appris, tout ça, j'ai envie de le transmettre. Et du coup, j'ai lancé aussi une chaîne YouTube. Et je me suis diversifié sur TikTok depuis et un petit peu sur Twitch également. Alors, nous deux, on fait partie d'une association qui s'appelle donc la Paléosphère, donc qui est une association loi 1901 à but non lucratif, qui a pour but donc de regrouper les vulgarisateurs, vulgarisatrices francophones parlant de paléontologie et ayant une plateforme de diffusion. Donc, ça peut regrouper donc les vidéastes comme nous deux, les artistes. Toi, tu as la casquette artiste aussi. Mais j'ai beaucoup de casquettes. Ah, bah mince alors. Fais pas que sur la tête. Pas que sur la tête. Et du coup, sur le stand, vous pouvez voir, donc il y a Nanas, par exemple, aussi, et Kaz, qui sont artistes. Donc, si jamais vous voulez échanger avec elles pour tout ce qui est comment on reconstitue les bestioles, je pense qu'elles seront très ravies. On appelle ça des paléo-artistes. C'est recréer des animaux disparus avec des données scientifiques. Et au total, donc, Comme ça, par exemple. voilà, tout ça, c'est très scientifique. Ça, c'est la curate. Surtout l'autre en pixel, là, derrière Madi, le mammouth, là, il est... Ah oui, pareil, il est la curate. Alors, petite question, donc on va déjà vous faire participer. Hein, vous allez bosser un peu aussi, à main levée ou participer à voix, à crier, soit Cédric Ouais, je cosserait les reins pour vous donner le micro, soit vous criez et puis on vous entendra très bien de toute façon. Alors, combien d'entre vous ont vu au moins un film avec des dinosaures? Ok, vous êtes au bon endroit, c'est bien. Je pense qu'on est sur un 100%. En même temps, je sais pas ce que vous foutez là, si bon. C'est vrai, il y a des chaises à ce moment-là. Peut-être les chaises sont confortables aussi. Hein. Et combien d'entre vous ont vu plus de 10 films à peu près sur les dinos? Plus de 10. Ah, ça diminue un petit peu. Alors, dinos ou autres créatures préhistoriques. Vous pouvez compter l'âge de glace, vous pouvez compter... Allez, soyons là, allez. Globalement, tout ce qui passe sur les cours. Voilà. Ah bon, on peut aussi élargir aux jeux vidéo, aux films, aux séries, aux livres. Les vidéos, ouais. Bon, bah, c'est bien. Bon, c'est bon, je crois qu'on est à 100% à chaque fois. Super. Donc, vous êtes au bon endroit et nous sommes ravis que vous soyez là. On va se sentir un peu moins seul. Combien d'entre vous ont eu une période durant leur enfance ou qu'ils ont toujours aujourd'hui, où vous diriez avoir été passionné, même obsédé par les dinosaures? Bah, on n'est pas mal, après il y a juste des gens qui accompagnent d'autres gens. C'est un jeu, voilà. Je reconnais tout à fait. Et combien d'entre vous ont gardé cette passion? Vous connaissez tous les noms de dinosaures qu'on va voir, du coup, c'est bien. Il y aura une interro à la fin, je vous prête. Ah, autant le faire. Oh, putain, on aurait dû faire ça, ouais. Non, ouais, on aurait pu. Hein. On aurait pu. Mais pas le temps. C'est pas grave. Hein. Je vais pas corriger les copies toute la journée après. Hein. C'est bon. Donc, on va tester aujourd'hui votre culture générale sur le sujet. Vous allez Ok, je vais la tester avec vous, puisque en fait, j'ai pas fait la conférence, donc au moins, je dois participer aussi. Alors, la première question, après ce que je viens de faire, citez un film avec des dinosaures ou d'autres créatures préhistoriques provenant des années 90.
Jurassic Park. Bon, Jurassic quoi? C'est connerie. Je connais pas. moi, ça me dirait non, ce film, personnellement. Si, j'ai entendu parler, c'est un petit film indé. Bon, il a pas fait trop de bruit, mais apparemment, il a bien marché quand même Il a bien marché. dans son bled. Allez, un autre, ouais. Hop. Ah, voilà, c'était facile. Bah, allez, parce que Jurassic Park, c'est plus simple quand même. Ouais. King Kong. King Kong, lequel? Celui qui a dû sortir dans ces années-là. Alors, Sur la liste. il y en a en 2012 de Peter Jackson, mais on n'est pas dans les années 90. Alors, King Kong, c'est 2005. Mais, ah ouais, non. Oui, Peter Jackson. Oui, mais il y a eu le tout premier, je crois qu'il est des années 30, il est même pas dans la liste, je pense. Si, il est dans la liste aussi. Années 30, et puis après, l'autre King Kong qui est arrivé après 76. Il n'y a pas de King Kong dans le... Bon, t'étais presque. À 10 ans près. À 10 ans. Bon, Oui. Comment? Godzilla de Roland Emmerich, effectivement. mais même tous les Godzilla de la Toei japonais, ils datent de pareil des années. Ah, bien avant. Voilà. C'est ça. Alors, d'autres encore peut-être? Ouais, le monde perdu. Le monde perdu de Jurassic Park, effectivement. Faut préciser parce qu'il y a plusieurs mondes perdus. Oui. Les mondes perdus, à la base, c'est une adaptation de l'œuvre du roman de 1912 de Sir Arthur Conan Doyle. Et donc, effectivement, il y a le monde perdu Jurassic Park de Steven Spielberg qui date également de ces années-là aussi. De quoi? L'année 2000. Dinosaures de Disney? De Disney 2000, ouais. De l'année 2000. 2000, on a déjà des réponses pour la question suivante. Bon, grosso modo, vous avez tous au moins un exemple, c'est déjà bien, je pense. C'est déjà bien. La deuxième, c'est après les années 90 aussi. Donc on a dit dinosaures de Disney, on va pas le redire du coup. On se demande pourquoi on a choisi les années 90 comme s'il y avait un film en particulier, peut-être, je ne sais pas. Jurassic World. Bon, c'est bon. Bravo. Ouais, Techner, peut pas dire pour ça, hein. Dinotopia, effectivement, 2002, il me semble, avec ouais. Les L'âge de glace. Le Village de Zas, tout à La ville aussi. ouais. Là, vous avez plus d'exemples. Ouais. King Kong, allez, ça marche aussi. Godzilla, ça marche aussi. Exact, 88. 88 pour le Dinosaure la veille. Ouais. Là, par contre, c'est le 2, 3, 4, 5 qui sont des années 90, il me semble. Il y a eu, je sais pas combien de suites. Hein. Oui. Voilà. Donc je pense qu'encore une fois, vous avez... Non, tout le monde m'a dit de ne pas regarder les suites. Non. Je garde les souvenirs intacts. Mais encore une fois, vous avez plein d'exemples. Hein. Je pense après les années 90, on peut citer tous les Jurassic World, hein, le 1, le 2, le 3. On peut citer la Colo du Crétacé. La série qui va sortir en mai également, La Théorie du Chaos. Hein, de la colo du Crétacé. Ouais, la suite de ça. Parce qu'il y a un reboot, remake, on ne sait pas, de Jurassic Park World qui va peut-être se faire. Alors c'est peut-être la suite de tout ça, mais Jeu en physique. voilà, on filme, ouais. On sait pas trop. Tant que c'est pas connu Trevorrow, moi je. Ouais. Ben moi, ça me convient aussi. On a une petite amertume vis-à-vis de lui. Sinon, on a aussi la série Ark qui est sortie ce mois dernier, je crois. Le mois dernier. Exact, que je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé non plus. C'est sorti tout récemment sur les autres plateformes américaines, donc pour l'instant, je n'ai pas encore regardé. Mais bon, on a tous des exemples. On est dans l'ère où on connaît vraiment ça. On peut même citer plein de jeux vidéo tellement il y en a eu. Bon. Dinotopia, ouais, effectivement, le film et la série. Et il y a eu un C'est dessin un film à la base, je crois. Et ça a été la base des bouquins. Oui, c'est vrai, exact. Et il me semble que Dinotopia, le premier bouquin, il date de 92. Ah, on est pas loin. On est pas loin. Alors, Oui, parce que moi je compte en Jurassic Park. Il y en a, c'est Jésus-Christ, moi c'est Jurassic Park. C'est avant Jurassic Park, après Jurassic Park. voilà, c'est ça. Et donc, même question pour avant les années 90. Donc, on va omettre du coup le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles qui date de 88. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Moi, King Kong. Le Godzilla. Abonné à King Kong, ah bon, oui. Oui. Comment? Casimir, oui. Casimir et aux enfants. Ouais, effectivement, on est dans les années 70, là, il nous semble. La série Dinosaure, c'était la série. Ah oui, avec Whoopi Goldberg. La série Dinosaure Ouais. avec le... C'est année de point effectivement. Le film avec Whoopi Goldberg, donc il s'appelle T-Rex, Theodore Ramsey, c'est également années 90. Là, les exemples sont un peu moins nombreux, j'ai l'impression, effectivement. Comme s'il y avait eu quelque chose dans les années 90 qui a... Non, pardon. Spoiler. Pierre à feu. Les pierres à feu, effectivement, exactement, les pierres à feu.
Denver, c'est années 89, ouais. Ah ouais, je voyais ça plus. Ouais, effectivement. Mais là, les exemples, je pense qu'ils sont un petit peu plus rares. Hein. Alors, il y a peut-être eu quelque chose, c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose dans les années 90 qui a fait que, voilà, ça a changé du tout au tout, il y a eu plus d'œuvres. Bon. Bah déjà, le temps qu'on invente le complot des dinosaures, que ça prenne, etc., faut du temps, tu vois. Ah, pardon, j'ai dit que j'en parlais. Excusez-moi. Alors, un simple constat. Si vous allez au stand de la Paléosphère, je me suis permis de faire une petite frise chronologique avec plein d'œuvres de pop culture avec des dinosaures et autres créatures préhistoriques. Juste par info, t'en as imprimé combien? 371. Voilà, d'accord. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui bosse ses conférences. Mais je vais bien. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Mais du coup, 371 œuvres de pop culture prises en compte. J'ai pas pris 2024 en compte parce que c'est une année en cours qui n'est pas terminée, donc ce sera un peu de la... Oh, quand même, t'aurais pu, hein? Je trouve que tu fais saler, hein. Donc là, on va faire un petit peu de maths, et en version simplifiée, parce que bon, les maths, c'est chiant, pas à fond dedans, et toi non plus, je pense. Et peut-être... Alors, je suis youtubeur, on va mettre... Donc ça comprend les films, les dessins animés, les séries, les bandes dessinées, les mangas, les romans, les jeux vidéo, les musiques. Je crois que j'oublierai. Les musiques aussi, t'as pris? Eh ouais, Oh, le fâche. il y a eu des musiques. Fâche. Et voilà une courbe. Elle est sexy ou pas, la courbe? Là, vous avez les œuvres cumulées en fonction du temps. Voilà. Combien... Alors, est-ce qu'on peut pas... parce que là, c'est chiant, on va pas se mentir. Pourquoi il n'y en a pas avant 1860? Alors, avant 1860, bizarrement, la plus ancienne œuvre que j'ai trouvée, c'est une œuvre dont je reparlerai juste après. Ah non, mais Alors ça, il n'y a pas un raccord. Là, c'est Larsen, là, ou c'est moi? Non, c'est... ouais, ça, Larsen. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y, on aurait pu aller pas voir, mais... Non, non, parce que en vrai, les mammouths, etc., c'est pas du paléoar, parce qu'ils les voyaient de leurs yeux. Et ouais, C'est de la curry. bah oui, ouais, pour l'époque. Alors, est-ce qu'on peut pas résumer cette courbe qui a l'air complexe en, disons, 3 droites? Ou plus, ou moins? Vous pensez qu'on pourrait la couper en combien, celle-là? Alors, je dirais 1, 2... Voilà, bah exactement ça, maintenant, Jurassique. Waouh! On peut effectivement résumer cette courbe en 3 droites. On a la droite verte. Waouh! La droite verte qui est donc avant les années 50, grosso modo. La courbe jaune entre les années 50 et 90. Et après les années 90, là, littéralement, explosion des œuvres de pop culture avec des dinosaures et d'autres bestioles. Alors, la plus ancienne étant celle de 1864, donc Voyage au centre de la Terre, qui a été écrit par Julien. Je t'avoue que quand j'ai vu la DBJ, je crois que c'était le Coran, on dit... C'est où, là? Leur nom. Et Jules Verne, du coup, qui est? Quelle nationalité? Français, ouais. Cocorico. Ouais, c'est nous qui avons inventé tout. Hein. Mais en l'occurrence, je trouve ça dommage d'ailleurs de ne pas le voir plus souvent au collège ou au lycée ou quoi que ce soit. Hein. À la place, on doit se taper le Père Goriot de Balzac, qui a été pour moi un traumatisme littéraire. Oh, t'es pas le seul, apparemment. Il y en a beaucoup qui ont eu aussi le rouge et le noir, ou je sais pas trop quoi, qui a été un traumatisme aussi. Voilà, moi je trouve ça dommage de ne pas mettre du Jules Verne un petit peu, parce que c'est français, c'est un autre style, c'est un peu plus scientifique. Je me dis, ouais, c'est dommage. Je pense que c'est plus moyen en plus que ça plaise aux jeunes, tu vois. En tout cas, je vous le conseille, Voyage au centre de la Terre, il se lit facilement. Et c'est une vraie pépite pour l'histoire de la paléontologie aussi. Ça permet de voir comment nos connaissances ont évolué au cours du temps. Et depuis 1860, je trouve ça génial, quoi. De texte, je peux pas te dire. Hein. T'as pas pris par cœur les 371 œuvres Non, franchement. 1959. Oh. Et c'est un film américain. À la fois, je dis ça, mais le cinéma a été inventé quand? Oh, il y a un petit moment déjà. Ouais. J'ai pas les dates. Moi, je suis nul en histoire, donc même. Voyons, en millions d'années, ça va, mais alors après, là, c'est trop précis pour... c'est trop récent, de toute façon. Donc là, on a donc le point de départ. Bon, l'arrivée, c'est aujourd'hui, hein, de toute façon, on est en plein dedans. Et on a donc 2 dates pivots, donc quelque part au début des années 50 et quelque part au début des années 90. Quel mystère. Ouais, raison.
Une autre courbe, bon, ouais, histoire de voir un petit peu les choses différemment, c'est la même chose, mais pas en cumulé. C'est en fonction des années, tout simplement. Et là, on peut faire exactement le même constat. On voit que le premier bloc en vert, il y a très peu d'œuvres qui sont apparues. C'est très sporadique, très éloigné les uns des autres. À partir des années début 50, on a des œuvres assez régulières. Et à partir, par contre, des années 90, on voit que là, ça explose littéralement. Et vous voyez qu'il y a un énorme gap entre 1864 et 1912. 1912, qui est donc The Lost World de Sir Arthur Conan Doyle. Et donc, entre les deux, a priori, rien du tout. Voilà, aucune. C'est le développement des musées, mais pas le développement auprès du public dans la culture populaire. Bon, les jeux vidéo, faut pas y compter, évidemment. Oh, non, pas vraiment. Les films non plus. Donc, il y a que le côté littérature, vraiment, qui permet de vraiment vulgariser les choses. Alors, à l'origine du boom des années 50. Donc, déjà, est-ce que vous connaissez Fantasia ? Vous connaissez le deuxième, là, c'est Le Monstre des Temps Perdus. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Godzilla. Le tout premier, hein, je parle. Ensuite, Le Roi des Dinosaures. Non. La Montagne Mystérieuse en bas là-bas. Ah, 0. Non. Moi non plus. L'Oasis des Tempêtes. 0. Le Voyage au centre de la Terre. Ça veut dire quelque chose. C'est là où ils avaient collé des crêtes et des collerettes sur des iguanes et... D'accord, ça. C'est exactement ça, qui sont décédés d'ailleurs après le tournage. Oh, ça va, c'était notre époque. C'est notre époque. Et enfin, Le Monde perdu de Irving Allen. Voilà, bon, très peu d'œuvres connues. Donc là, en gros, on va essayer de trouver une origine à peu près au boom des années 50, à la première dinomania, si on peut dire. Et donc, c'est parmi ces films qu'il va falloir choisir un monoïque. Qui pense que c'est Fantasia qui est à l'origine? Bon. Qui pense que c'est Le Monstre des Temps Perdus? Moi, je dirais plus ça. Fantasia, d'accord, ok. Monstre des Temps Perdus. Ouais. Godzilla. Ah putain, oui, ça pourrait aussi. Ouais. Le Roi des Dinosaures. Il est très connu. La Montagne Mystérieuse. L'Oasis des Tempêtes. Non. Voyage au centre de la Terre. Ah, ça pourrait aussi, ouais, ça pourrait aussi. Ouais. Et Le Monde perdu, enfin. Ouais. C'est pire. Alors, je vais en décevoir plus d'un. Mais il y en a beaucoup qu'on peut rejeter d'office. Fantasia, c'est 1940. Trop ancien pour le boom des années 50. Ouais, puis en plus, il y avait juste une petite séquence avec des dinosaures, il me semble. Alors, Fantasia il répond au but d'abord de vulgariser, enfin de faire connaître la musique classique aux enfants. Ouais. Et moi, c'est justement, ça a été bon. Justement, j'ai regardé ça quand j'étais petit. Je faisais la danse des champignons autour de la table du salon, je m'en souviens très bien. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméra. Alors, Ouais, là, on a de la chance, en fait. Toi. sinon, à partir du Roi des Dinosaures, on est en 1955, on est déjà dans le boom en fait, des années 50. Et Voyage au centre de la Terre est vraiment à la fin. Et puis, Le Monde perdu, pareil, les années 60. Donc, a priori, ce serait Godzilla qui serait à l'origine, plus ou moins, de ce boom-là. Donc, C'est pas loin avec mon truc, hein, parce que Godzilla, c'est japonais, donc le temps que ça arrive jusqu'à chez nous. ouais. Et justement, le premier Godzilla donc, a fait quand même a eu un très bon succès au box-office. J'ai pas trop les chiffres, mais c'est plus ou moins lui qui a lancé la machine, qui a eu droit à beaucoup d'adaptations derrière. Je sais même pas combien il y en a. Il y a peut-être 60 films avec Godzilla, j'en sais rien, où Godzilla est dérivé, hein, je prends en compte. Dont un tout récent qui est sorti 2024, là. De le Toei. Ah non, pas celui-là, oui, je parle de Minus One, ouais. Un vrai Godzilla made in Japan. Et il est vachement bien. Et Oui, sinon, il y a aussi les autres avec Godzilla, où ils sont, avec King Kong, où ils sont fluo et tout. ouais, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Hein. Ça a été plus ou moins réussi pour certains d'entre eux. Et il a lancé donc les films à dinosaures, mais aussi surtout les films à kaiju, donc les fameux monstres gigantesques que les Power Rangers tapaient. Mais, alors tu auras remarqué, Cédric, que je n'ai pas mis le nom en rouge pour le monstre des temps perdus. Parce que juste le nom Godzilla n'existerait pas sans le monstre des temps perdus, sans le Rhédosaurus qui est dedans, donc qui a inspiré justement Ishiro Honda pour faire Godzilla. Donc effectivement, Godzilla n'existerait pas sans le monstre des temps perdus, même si ce film est pas très connu, s'il n'a pas fait beaucoup d'entrées au box-office. Ça a été un coup de cœur pour Ishiro Honda et du coup, il s'est lancé dans Godzilla qui a lancé toute la machine derrière. Tu sais comment j'ai deviné? Non. Parce que je suis nul en cinéma, mais c'est le seul truc qui me dit quelque chose. Donc je me suis dit, si ça me dit quelque chose, c'est vraiment que ça a dû avoir un impact quelque part, tu vois. Bonne question. Le monstre des temps perdus, il me semble que c'est américain.
J'avais entendu l'histoire comme quoi justement ce film-là avait inspiré pour Godzilla. Et le réalisateur de ce film-là s'était ensuite inspiré de Godzilla pour un autre film. Oui, ouais, et des histoires comme ça. Enfin, il y a même plusieurs histoires comme ça. Effectivement, c'est américain. États-Unis. Moi, je sais pas si t'en parles, mais petit fun fact, il y a quand même un dinosaure qui a inspiré Godzilla. Et après, il y a un dinosaure, on lui a donné le nom de Godzilla. Du coup, la boucle est bouclée. Voilà, j'en parlais pas, mais effectivement, c'est une belle anecdote. Oui. Donc, effectivement, dans les années début 50, ce qu'on va plutôt voir, ça va être plutôt deux films, donc Le Monstre des Temps Perdus et Godzilla. Alors, évidemment, petite aparté là-dessus, c'est qu'il ne faut pas voir non plus seulement des films dans la courbe comme ça pour dire que c'est à l'origine d'eux. Parce qu'il faut tout le contexte économique, tout le contexte sociologique, tout le contexte cinématographique, social, etc. Enfin bref, il faut vraiment analyser tout un ensemble. C'est le sujet d'une thèse. Hein. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire une thèse pour l'Angélique Festival non plus. On va se calmer. Ah non, car cela, j'ai autre chose à faire. Mais il faut regarder les recettes d'entrée, tout ça, le contexte politique aussi. Parce que Godzilla, par exemple, s'il est sorti au Japon tel quel, aux États-Unis, il a fallu attendre 2 ans pour retirer certaines scènes. Parce que Godzilla, c'est un peu une critique aussi du système américain avec toutes les bombes atomiques, ce genre de choses, quoi. En gros, c'est des films qui sont forts sur le contexte. C'est ça. Pas comme Heroic Fantasy. C'est ça. C'était un peu pour symboliser la peur atomique du Japon. On se demande pourquoi. Et on se demande pourquoi ça c'est pas trop passé aux États-Unis. Mais bon. Et cela dit, ces films-là ont quand même lancé une nouvelle mode cinématographique. C'est la mode du stop motion et comment on appelle ça aussi? C'est les costumes dino aussi qu'on va filer en petit, puis finalement on va le mettre sur un décor plus grand. Jamie, il l'expliquait bien dans le clip du cinéma. Je ne sais plus comment c'est, une incrustation, mais à l'ancienne, quoi. Tu veux nous faire une imitation de Jamie? Et oui, Fred. Ouais, bon, c'est pas grave. J'ai un mélègue qui est pas chaud, il s'est pas échauffé. Ouais, c'est bon ça. Donc les stop motion, donc vous connaissez un petit peu le principe, c'est vous avez une figurine par exemple que vous prenez dans une position, vous prenez la photo, vous laissez la caméra au bon endroit, au même endroit, et là vous allez changer légèrement la position, prendre une photo à chaque fois, et vous accélérez les images sur le film, et ça fait un mouvement plus ou moins fluide selon le nombre d'étapes que vous avez mis en intermédiaire. Et donc, il y a un membre de l'asso qui fait surtout ça. C'est Edouard Dino, si jamais vous ne connaissez pas. Il fait ses figurines à la main et tout, et il fait du stop motion avec ses figurines. Et le rendu est de plus en plus... Et n'empêche, le boulot que ça doit demander, je pense. Oui, ça demande énormément de travail. Surtout que encore une fois, plus vous faites d'images, plus d'étapes intermédiaires. Même dans le détail, avec la langue, les yeux qui bougent, les paupières, tout ça, machin, mais c'est un peu bon monstre. Mais en tout cas, pour cette première Dinomania, donc les dinosaures sont plutôt vus comme des monstres, comme Godzilla. Hein, c'est plutôt des choses qui vont détruire la ville, tout ça, qui vont dévorer tous les gens. Même les herbivores, dans certains films, sont carnivores. C'est assez comique. Mais en tout cas, la première Dinomania qui est lancée par les années 50, c'est plus ou moins l'ère des monstres, des dinos-monstres, entre guillemets. Qui correspond un peu aux premières images des dinos qu'on avait. C'est ça, les dinos-monstres, dinosaures, signifiant littéralement lézards terribles dans le sens lézards, mais terriblement grands dans le sens scientifique du terme. Donc effectivement, c'est grand, c'est effrayant, c'est terrible. Voilà, alors qu'en vrai, non, mais ça, c'est encore autre chose. Alors, le deuxième boom, à l'origine des années 90. Est-ce que vous connaissez le petit dinosaure à la Vallée des Merveilles? Bon, Denver. Le roman Jurassic Park. Ouais. The Lost World. Alors, c'est de qui celui-là? De Timothy Bond. Ah, idée. Connais pas. Carnosaur. Ouais. Jurassic Park. Voilà. Vous l'avez dit à l'émission tout à l'heure, pourquoi je pose la question? Super Mario Bros. Je ressens des frissons de dégoût chez vous. Si vous voulez vomir, les issues de secours. Juste voir la tige, j'ai un épaule, je vous jure. Theodore Rex avec Whoopi Goldberg. Pas trop? Non? Bon, en vrai, c'est pas... Non, c'est pas non plus. C'est du gospel chanté par... pas forcément, de toute façon, dès qu'il y a Whoopi Goldberg, elle chante du gospel avec un T-Rex. Moi, je vais pas être objectif, je l'adore ce truc. Je l'ai vu quand j'étais gamin. Okay. Est-ce que tu l'as regardé depuis? Oui. Ah. Moi, je fais pas ce genre de show. C'est juste la nostalgie. Je fais pas ce genre de show. Godzilla de Roland Emmerich. Ok, donc le Godzilla américain. Et le documentaire sur la Terre des dinosaures. Vous connaissez? Bon. Alors, d'après vous, quelle œuvre serait à l'origine, ou quelles œuvres seraient à l'origine du boom des années 90? Alors, le petit dinosaure. J'ai envie de dire Mario Bros.
qui pense à Denver. Ouais. C'est le 80. Ah, c'est pour ça. Le roman Jurassic Park. Oh, c'est dans les années 90, hein, on n'a pas. Ouais. Ok. The Lost World. Ok. Carnosaure. D'accord. Jurassic Park. Bon. Voilà. Super Mario Bros. Ouais, je pas. Cool, marché. Theodore Rex. Godzilla. Et sur la Terre des dinosaures. Ok. Bon. Et fait... Ok, on retourne chez nous. Et 4 dinosaures, les serpents. Ah ouais. Oui, aussi, oui, j'aurais pu. C'était vachement bien. Enfin, ça parlait d'un souvenir proche. De quand il y a celui-là. Attends, je regarde. Les 4 dinosaures. Je trouve qu'il a mieux préparé la conférence que moi. On est en 93, effectivement. Oui, oui, oui. Alors, du coup, on peut en rejeter plusieurs, effectivement. Donc, à partir de Theodore Rex, on peut les virer. Parce qu'on est déjà dans le boom. Hein. Godzilla 98, le documentaire qui a eu un énorme succès, 99 aussi. Qui, à mon avis, est l'origine d'un deuxième boom des 2000. Franchement, Sans doute, ouais. Je pense que ça a beaucoup alimenté la chose. Donc, ils sont exclus d'office. Il y en a d'autres qu'on peut exclure d'office. The Restore, déjà, parce qu'il n'est pas connu. Je pense que Carnosaur, s'il est un peu plus connu, et Super Mario Bros aussi, c'est peut-être parce que, justement, c'est devenu des véritables nanars. Et qu'il y a eu une mode. et qui sont sortis en même temps qu'un autre film. Oui, aussi. Mais sinon, par exemple, à leur sortie, donc, ils n'ont pas eu beaucoup de popularité. Carnosaur, par exemple, pour une recette de 1,8 million de dollars, il a quand même coûté 850 000 dollars. Donc, c'est vraiment pas ouf en termes de recettes. Et il a été vivement critiqué à la sortie, donc c'est pas fou non plus. Sur Super Mario Bros, on est à... il a coûté 48 millions de dollars. Et il a rapporté 39 millions de dollars. C'est un des films les moins rentables. C'est déjà beaucoup trop ce qu'il a rapporté. Et malgré qu'il y ait des stars dedans, on a quand même Bob Hoskins et Dennis Hopper, c'est quand même pas mal. Mais non, ça a fait un flop monumental. Mais The Lost World est parfaitement inconnu, par contre, au bataillon. Donc il y en aurait potentiellement 3, effectivement, à regarder. Alors c'est vrai qu'à l'origine des années 80, on ne pourrait pas mettre un film, une date, parce que c'est une ambiance, c'est quelque chose qui s'instaure, c'est un peu l'effet boule de neige. Le petit dinosaure, on est en 88. J'ai mis 88 aussi pour Denver. Bon, bah pourquoi pas. Pour Jurassic Park, Le Monde Perdu, le livre, pardon, le roman, on est en 90 pile poil, mais à sa sortie, il n'a pas eu un gros succès. Il est devenu un best-seller, surtout après 93. Ah ouais. Mais bah ouais, hein. Même pourquoi ça, on ne le sait pas. Hein. Et fun fact, je sais pas si t'en parles, mais Spielberg il avait acheté des droits de Jurassic Park avant même que l'île soit finie. Hein. Oui. Et j'avais commencé à lire un peu. Allez, je te cite, vas-y. C'est ça. En tant que Crichton, le mec était médecin et était écrivain à côté, il a écrit genre Jurassic Park, la série H, bon, ça va. Également producteur et compagnie. Il a travaillé sur la production du film Jurassic Park aussi, hein, pour que ça tienne la route. Non mais quand même, le mec est médecin, tu vois. Son passe-temps, c'est d'écrire des livres. Et... ça, genre. D'ailleurs, ils sont tous bons. Hein. Je les ai pas tous lus, mais j'ai lu Sphère, qui est de lui aussi génialissime, quoi. Et donc, bah, Jurassic Park film n'existerait pas si le roman n'existerait pas non plus. Voilà. Alors, pour information, un dessin animé qui est sorti au cinéma donc en 88, donc le Petit Dinosaure à la Vallée des Merveilles, il a rapporté 84 millions de dollars pour un coût de 12,3 millions. Voilà, donc c'est quand même cool. Hein. Un animé qui rapporte autant, voilà. Et c'était un peu un test aussi pour un autre film après. C'est ça. Et tout remporté haut la main. Et c'est ça. Et ça a surtout familiarisé les enfants en fait avec le monde des dinosaures aussi. Ce qui fait qu'on va quitter un petit peu la dinomania des dinomonstres pour apporter sur une autre dinomania, une autre ambiance et un plus large public. On a donc Denver, le dernier dinosaure, donc qui lui s'est popularisé plutôt à la télévision. Donc on est carrément chez les gens pour diffuser des trucs comme ça. Et il est franco-américain. Et ça, je ne le savais pas. Le nouveau Denver qui est sorti en 2015, je crois. Lui, par contre, il est entièrement français et il est archi nul. En termes de dessin. Un vrai le premier, est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien en fait Denver ou pas? Ah ouais, non, parce que moi j'ai re-regardé et c'était mieux de mes souvenirs. Hein. Ouais. Jurassic Park, 1 milliard de dollars de recettes pour un budget de 63 millions. Ça, c'est un bon ratio. Hein. Là, j'ai très rentable. Bah, il a été le film le plus rentable pendant je sais plus combien de temps. Mais surtout, Jurassic Park, il va lancer un nouveau mouvement aussi. Donc en soi, on peut avoir plutôt une tendance. Donc, ah ouais, c'était donc ça. Et ouais. Oh, la surprise. Wow.
Mais encore une fois, bah, il faut voir l'effet boule de neige de Tobin Soler, mais c'est vraiment Jurassic Park qui va vraiment qui va vraiment lancer la cadence. Mais Jurassic Park n'existerait pas s'il n'y avait pas eu de développement à la télé, chez les gens, etc. Ces années-là, c'est aussi le développement de nouvelles techniques du cinéma. On va quitter le stop motion qui avait été proposé pour Jurassic Park à la base par Philippe Tippett. Et finalement, on va se rabattre sur les CGI, donc les images par ordinateur, et bien sûr les animatroniques. Et Rexy, donc Roberta, donc le T-Rex du film, a été pendant un moment la plus grosse animatronique jamais créée dans toute l'histoire du cinéma. Et il y a eu pas mal de pannes dessus. Ils ont été très ouf à faire ça, et c'est pour ça que le film a toujours aujourd'hui, je pense, une très bonne synergie auprès des gens. Non, mais juste regardez, à chaque fois je sors cet exemple, mais vraiment l'animatronique du Triceratops de Jurassic Park 1 en 93 et l'animatronique des Apatosaures dans Jurassic World en 2015. Ça fait mal. Ça fait un peu mal. Ouais. Même Jurassic World Fallen Kingdom, là, il y a eu des ratés monumentales au niveau des animatroniques, j'en parlerai pas. Donc effectivement, donc on quitte les années 50 avec les dinos-monstres et on va arriver sur une dinomania véritable qui va se diversifier auprès d'un plus large public, surtout auprès des enfants, et qui va montrer un autre côté des dinosaures, un côté toujours horrifique, parce que Jurassic Park c'est un petit peu de ça aussi, mais aussi un petit côté merveilleux, le côté grandiose des dinosaures. Le côté animal surtout, et plus seulement monstre, c'est juste des animaux qui vivent, etc. Hein, Jurassic World? Non, excusez-moi. Alors, ma question. Quelles conséquences, d'après vous, ça a eu pour... conséquences, ouais. On a déjà beaucoup de t-shirts pour vous. Ça, je le sais. Comment? L'intérêt du pupille s'est réveillé. Par l'intérêt pourquoi, du coup? Pour tous les dinosaures et c'est Jurassic. Effectivement. La majeure conséquence, ça a été que justement, la science, la paléontologie, qui étudie notamment les dinosaures et les autres créatures historiques, donc tous les fossiles, ça a popularisé cette science auprès du public et ça a popularisé aussi les idées... Des idées reçues. Voilà, malheureusement. Mais par exemple, on le sait aujourd'hui grâce à la paléontologie, et donc je pense grâce à cette mode aussi qu'il y a eu, c'est que les dinosaures n'ont pas disparu, les oiseaux sont toujours des dinosaures. C'est ça. Voilà. Et ça, on le sait parce que justement, le public s'est un peu plus familiarisé avec cette science qui fait peur, qui est un peu rédhibitoire au premier abord, mais en fait, une fois qu'on est dedans, ça va, quoi. En vrai, c'est vrai, hein, c'est grave. Ouais. On peut estimer que Chicken Run, c'est un film. En plus, en stop motion, hein, donc techniquement... Techniquement, oui. C'est lié, on tous les vues, mais avec les oiseaux, Hitchcock, les oiseaux, oui, le aussi, on devrait pouvoir... Et même, il y a eu un boom dans les études de la paléontologie après Jurassic Park. Hein. Oui, justement, j'allais y venir. Il y a eu beaucoup plus de formations universitaires qui ont été possibles grâce à ça. On a ouvert de plus en plus de relations à la paléontologie. Il y en a eu notamment ici en France, on compte Paris, évidemment, mais ça a été toujours Paris. On a Lyon-Dijon, on a Poitiers-Montpellier, on a Rennes et Lille également aussi. Donc vous voyez qu'on a eu plusieurs facs qui ont ouvert sur le domaine de la paléontologie, c'est pas bien. On en a une à Angers aussi, mais qui se concentre sur des organismes que vous ne connaissez probablement pas, c'est les foraminifères. Ah, c'est vrai que... les étudiants d'Angers, c'est ça. Les traumas, voilà, j'ai vécu aussi. Ouais, c'est les coquillages, quoi. Donc ça fait pas peur, donc ça sert à rien d'en faire des films, tu vois. Et ils sont minuscules en plus, donc quel intérêt. Parce qu'autant inventer des dinosaures pour l'argent, je comprends, mais des coquillages... Ça a eu plus de fonds également pour la recherche, également. Les gens qui travaillent sur le T-Rex notamment, tout ça, machin, ils ont eu des fonds monumentaux derrière. Des fonds publics, mais également des fonds privés. Et c'est vrai que ça a beaucoup aidé la science à se développer derrière aussi. Donc ça a été un effet boule de neige, en fait, finalement. Le fait qu'on popularise les dinosaures et autres à l'écran, par exemple, ou dans les foyers des gens, ça a également aidé à ce que la paléontologie puisse se développer encore plus. Putain, tu casses complètement la prochaine vidéo qui est sur le complot des dinosaures, où il dit que c'est inventé pour... En fait, là, tu valides complètement, donc je n'y crois plus. Donc ça a également amélioré les connaissances sur notre passé aussi. Donc comme je vous l'ai dit, on sait que maintenant les oiseaux sont dinosaures. On sait que les êtres humains sont des salmons. En vrai, on le savait depuis bien avant Jurassic Park. Voilà. Mais ce genre de choses a été popularisé et c'est bien qu'on en parle. Et est-ce que toi, tu as eu des conséquences vis-à-vis de ces dinomaniacs? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, par exemple tu as été youtubeur dans la paléontologie, mais qu'est-ce qui t'a lancé là-dedans, quoi? Est-ce qu'il y a un truc en particulier? Oui, mais moi, c'était pas Jurassic Park, c'était... il y en a peut-être qui l'ont eu aussi, le magazine Dinosaure à l'époque, où tu pouvais regarder... avec des petites lunettes rouges et bleues, là. Voilà, moi, c'était ça. Mes parents, ils ont fait l'erreur de m'acheter une fois un magazine comme ça, et c'était fini. Ouais. Et t'es remetté le genre, du coup. Ouais, c'est clair.
Bah, moi, ça a été le petit dinosaure, la vallée des merveilles, à la base. C'est ma sœur qui l'avait emprunté à une de ses amies de l'école. Donc, elle avait, ma sœur avait 7 ans, j'en avais 3. Ma sœur a détesté parce que le film est triste. Moi, j'avais adoré. Et je suis resté dedans. 2 ans plus tard, je regardais pour la première fois Jurassic Park. T'es à quel âge du coup? Quoi? T'avais quel âge du coup? 5 ans. Tout. Mais je vais bien, ne vous inquiétez pas. Je fais plus de cauchemars maintenant. Moi, j'avais choisi. J'ai vu le Jurassic Park au cinéma. J'avais 10-11 ans. Bon, en fait, à l'époque, ils s'en foutaient. Genre, c'était moins, je sais plus combien. Vas-y, passe. C'est interdit au moins de 12 ans aujourd'hui, mais Ouais, mais. mais je regrette de ne pas pouvoir faire connaître ça à mes neveux et nièces. Pourtant, ils sont en âge, mais ils connaissent Jurassic World avant tout. Mais moi, ça fait un peu peur, tu vois. Genre. Enfin, il y en a beaucoup qui ont été traumatisés. Et du coup, les conséquences aussi de mon côté, bah, c'est que je me suis lancé dans le domaine. Toute ma jeunesse, on m'a rigolé au nez parce que « Ah, t'es passionné de dinosaures, c'est un truc pour enfants. » Complètement ridicule, vraiment. Ça. Complètement ridicule. Et bah, les paléontologues qui travaillent dans le domaine, du coup, on doit dire que c'est des grands enfants aussi. Enfin, c'est un peu ridicule. Mais du coup, je me suis lancé dans le master en PAL. Et puis, bah, la chaîne YouTube, tout ça, ça a été plus ou moins ça. Voilà. Et donc, la question qu'on se demande, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens adorent les dinosaures aujourd'hui? Ah, t'as répondu à cette question? Non, mais je lance comme ça un avis un peu... Parce que ça fait flipper, d'accord? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez des idées, des... Mode simplement ce que représente Jurassic Park, pouvoir se confronter à ce que c'était vraiment dans la réalité. D'accord, pourquoi pas, ouais. C'est l'explication de quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Je pense que c'est le côté curieux de l'humain à vouloir savoir ce qui se passait avant qu'on arrive. D'accord. Donc une curiosité plutôt au passé, le côté un petit peu reconstituer le passé, finalement le revoir devant nous. Ce sujet Jurassic Park a cartonné comme ça, c'est justement pouvoir mélanger le présent et le passé. Même pas eu ça, peut-être que ça aurait passé comme un film dinosaure en tarte. Et puis, il y a aussi le beauté qui dit dans Jurassic World que les gens aiment voir les plus c'est gros, plus c'est impressionnant et plus genre quand t'es assis. Ça, c'est américain, je pense. J'aurais pas dit mieux. Ça c'est pas faux par contre. Mais après, là où je me pose la question, par contre, c'est que j'ai plein de gens que je connais qui adorent Jurassic Park, mais qui n'en ont rien à foutre des dinosaures. Et c'est qu'en fait, le film est bon, quoi qu'il arrive, de toute façon. C'est ça qui est fort aussi. Tu aurais pu mettre des dinosaures, que ce soit à côté, ça aurait pu marcher aussi. Mais là, il y a le côté où c'est plus réaliste, parce que c'est des trucs qui ont existé, où il y a tout le côté scientifique aussi, qui rajoute de la crédibilité, en plus d'un bon film de base. Forcément. Et puis il y a aussi une cassure, il y a eu avant, genre, c'est pas une blague, hein, genre les effets spéciaux, avant, après, il y a une différence. Même la reconstitution des dinosaures, vraiment avant, on les voit, enfin, la position très debout, etc., un peu cambouresque. Et après, où on en a vraiment fait des animaux, et puis des monstres. Et je pense vraiment ça a joué aussi... Sur le côté réaliste et compagnie, les essais et compagnie. Ouais. Et vous regarderez Jurassic Park aujourd'hui comparé à Jurassic World. Moi, je trouve que les effets spéciaux dans Jurassic World ils ont très mal vieilli déjà. Parce que je vais pas dire ils vont mal vieillir, parce que pour moi, ils ont déjà très mal vieilli par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et quand on regarde Jurassic Park, moi personnellement, j'ai du mal à avoir du CGI hier. Après, je suis peut-être mauvais, mais moi, c'est Miro. J'en ai déjà parlé, mais ouais, vraiment, avant les années 90, on avait un peu cette vision de l'animal un peu pâteau, avec la queue qui pend, un peu gris, parce qu'il est gros, donc éléphant, donc gris. Jurassic Park qui est arrivé, une grosse tatane dans la nuque, ils sont une bonne position, ils ont des couleurs, etc. Et après, Jurassic World, il a fait, bon non, on va reprendre des vieux trucs gris avec la queue qui traite. En 2015. Ouais. Malgré le consultant qu'il y a dessus, hein, dans les films Jurassic Park, il y a toujours eu un consultant officiel, un paléontologue officiel qui a travaillé dedans. C'est Jack Horner, je crois, et il a été également consultant pour Jurassic World, mais apparemment, être consultant, ça suffit pas. Oui. Hein, j'ai été appelé pour une chaîne YouTube que je ne citerai pas, pour être consultant, relire un script. Nos considérations, c'était moi et d'autres personnes, on n'a pas été écoutés, et ils ont fait leur vidéo derrière avec les erreurs. Et ils ont dit derrière, on a été validé par des scientifiques. Et du coup, on a parlé à Jérémy Pouzzate, qui est un des consultants aussi pour la saga Jurassic World. Et il nous a fait, oui, j'ai été consultant. Ouais, c'est tout. Et il va pour faire ça, ils ont fait. Ouais. Allez, hop. C'est bon, on a été validé. Non, ben, Être consultant, ça ne veut pas dire qu'on a le pouvoir décisionnel sur les choses, ça c'est sûr. c'est juste une espèce de validation. Alors, il y a une étude qui pourrait expliquer le pourquoi. Mais j'ai pas je l'ai vu il y a quelques années, j'ai pas pris la référence. C'est une étude américaine sur la psychologie des enfants. Oui, ça c'est vrai. Où ils expliquaient que les dinosaures, c'était un petit peu plus ou moins le monde des adultes.
Les dinosaures, bah, ils sont fascinants, comme les adultes, hein. Ils ont une certaine fascination, une certaine source d'inspiration pour les enfants. Et ils peuvent être également cruels, ils peuvent punir, être un peu méchants envers les enfants. Et du coup, ben, les dinosaures, ça a été plus ou moins le parallèle entre les deux. Donc c'est apparemment le parallèle qu'ils faisaient. Et ils expliquaient aussi que cette passion a tendance à disparaître à l'adolescence, parce que justement, c'est pendant cette période que c'est le début de l'indépendance, qu'on se détache du... Déjà, on grandit, donc on est dans le monde des adultes, entre guillemets, et on devient à leur hauteur, en tout cas. Et du coup, en fait, on grandit physiquement, on s'affranchit d'eux pour trouver sa propre voie, et du coup, la disparition des dinosaures a tendance à disparaître à l'adolescence, sauf chez une certaine personne chez qui ça reste. Je ne regarde personne, je ne juge personne. Mais apparemment, cette étude avait l'air d'être assez intéressante. Je ne sais pas ce qu'elle donnait depuis le temps que je l'ai Et vue. ça me paraît assez réaliste, hein, parce que pour les vidéos, justement, pareil, j'en parlais, et toutes les idées reçues, les trucs qu'on a, c'est vraiment une espèce d'idée un peu enfantine qu'on garde. Après, on s'en désintéresse, mais on garde cette vision qu'on avait enfantine, et du coup, c'est pour ça qu'après, les gens sont pas contents de mettre des plumes sur des raptors, tu vois. Effectivement, oui, parce que les raptors avaient des plumes. Ah, si ça vous choque. Oui, non, mais je pense qu'ils n'ont pas été convaincus, donc ça sert pas grand-chose. Bon, en tout cas, c'est là qu'on suspend la conférence, qu'il va être l'heure, du coup. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous en poser peut-être 2-3 ici maintenant. Sinon, on se retrouve au stand Paléosphère, pas très loin. C'est là où il y a la porte Jurassic Park. Pour les réseaux sociaux de la Paléosphère, vous avez ici, et vous avez le QR code qui vous mène directement au site internet de la société. Putain, il a fait ça bien. Hein. Ouais. Vache. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou des remarques, ce genre de choses? C'est gratuit les questions. Vous en voudrez pas. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, on se retrouve au stand alors. Merci beaucoup d'avoir participé, merci d'avoir été là. Et bon festival, évidemment.